Bonjour Fabienne, Bonjour Saverio. je suis ravi de te retrouver là par ce moyen de connexion. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler avec toi de tes livres, de l'évolution de ta vie, voilà, de tout ce que tu donnes à découvrir aussi sur les réseaux sociaux et quand on se rencontre sur les salons. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter là aujourd'hui pour être vraiment dans qui tu es là maintenant? Alors, je dirais que je suis quelqu'un avec presque comme un couteau suisse, c'est-à-dire multi-compétences, multifacettes, avec des univers un petit peu variés, mais pourtant qui sont reliés entre eux. Ce sont des univers poreux finalement, voilà, qui sont en lien les uns avec les autres. Déjà, je vais peut-être faire une présentation un peu plus différente de celle avec laquelle on a l'habitude de faire quand on parle souvent de l'aspect pro. J'allais dire, je pourrais me définir comme quelqu'un qui a un parcours plutôt atypique, et dans l'aspect professionnel et dans l'aspect personnel, parce qu'en fait, les deux, du coup, sont reliés. Puisque voilà, j'ai changé aussi de vie de par des expériences. En fait, moi, c'est l'expérience qui me fait changer, qui me fait évoluer. Je suis quelqu'un de curieux, je me pose énormément de questions. Je suis quelqu'un d'hypersensible, ce que j'ai compris il y a quelques années, et de relier en fait aussi à l'invisible, très dans l'empathie également. Et d'un point de vue plus professionnel, alors j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est que je fais de l'accompagnement de personnes, donc avec de la sophrologie, et puis de l'énergétique, même si ce terme aujourd'hui, pour moi, ne veut plus rien dire parce que c'est au-delà presque de l'énergétique. Il y a cette notion de reliance en fait avec l'invisible que j'ai développée par accident, on va dire, il y a quelques années, ça m'est tombé dessus. J'ai ma deuxième casquette qui est celle de scientifique, puisque j'ai une formation d'ingénieur sciences et génie des matériaux. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine du nucléaire et je continue aujourd'hui à travailler comme scientifique de par mes travaux de recherche, on va dire de chercheuse indépendante, mais également je travaille avec euh, le milieu universitaire et académique sur différentes thématiques en lien avec la conscience, notamment l'eau, et puis d'autres voilà d'autres thématiques. Donc j'interviens comme on va dire consultante scientifique, mais également comme sujet sensitif perceptif. Donc je suis aussi soumise à des protocoles voilà expérimentaux. Et donc voilà, je m'éclate, je m'éclate, j'allais dire. Et puis du coup, je suis auteure de livres, donc en fait, moi, pour ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir transmettre, que ce soit dans mes livres, dans mes conférences, auprès des personnes que j'accompagne. Et c'est transmettre aussi, pour moi, l'existence que d'autres choses, de cette notion d'invisible qui est relié à notre cœur, en fait, hein, tout simplement, à notre âme, au sens large du terme. Hein, j'entends le mot âme, cette reliance à plus grand, en fait. Voilà, si je devais un petit peu me décrire rapidement. Super. Merci, c'est déjà passionnant cette façon que tu as de décrire toutes tes activités et on viendra à ce que tu fais dans le domaine scientifique, à ton appartenance au mouvement post-matérialiste. Mais là, je Mhm, voulais commencer par ce qui m'a donné l'idée t'interroger, de parler avec toi, c'est que ces dernières années, lors de conférences que je donne, je me suis souvent heurté à la résistance de certaines personnes qui justement ne veulent pas entendre parler de cœur, d'âme, de bienveillance et même de choses plus simples hein, comme la bienveillance, l'entraide, l'amour. Elles disent qu'elles n'y croient pas, que c'est pas possible, que dans le monde dans lequel on vit, ça ne peut pas exister. Ça semble même les agacer, les hérisser. Et j'essaye de comprendre sans juger ce qui fait que leur cœur s'est fermé ou que leur conscience s'est fermée à l'idée du cœur, j'en sais rien. Et comment on pourrait les aider, ces personnes, à retrouver le chemin du cœur. Donc, est-ce que toi, tu as la possibilité de nous dire quelque chose par rapport à ton expérience? Alors, je dirais déjà qu'il y a peut-être deux constatations qu'on peut faire. La première, c'est qu'on vit quand même dans une société qui est dite matérialiste, c'est-à-dire qui, pour elle, la réalité est vue à travers la matière. Donc, tout ce qui est prouvable, tout ce qui est tangible, c'est aussi une société du coup qui est dans le plaisir immédiat, dans la consommation. Euh,
presque dans des pulsions animales, alors dans le sens du terme justement, moi j'adore les animaux, hein, donc Oui. c'est pas l'animaux au sens péjoratif du terme, bien évidemment que je dis, mais dans le sens, on vient chercher nos peurs, on vient chercher j'allais dire, une sorte de défense, ça vient appuyer sur des blessures. Donc, on est dans un mode de fonctionnement, j'allais dire, qui est très individualiste, où on va se refermer parce on a des peurs, on veut se protéger, en fait. Donc ça, pour moi, c'est une première constatation qu'on peut faire, et à ça, la société nous répond, bah, on va mettre en place plus de technologie, finalement. Donc, la société nous apporte une solution Mm, au lieu de dire, mais non, on a tout en nous. Enfin, à mon sens, en tant mm, qu'être humain, on a déjà des facultés inhérentes, euh, que ce soit de l'auto-guérison, par exemple, mais de compréhension, d'empathie, de compassion. Tout ça, c'est des choses qui nous permettent d'être en lien avec les autres personnes. Et qu'aujourd'hui, la société ne nous vend, entre guillemets, pas ça, parce que justement, c'est pas vendeur, en fait. Donc, ça, c'est la première constatation qu'on peut faire. Et la deuxième constatation par rapport aux personnes dont tu parles, effectivement, qui sont fermées, qui n'osent pas s'ouvrir par rapport à ce domaine-là, c'est parce que quand on leur parle de bienveillance, comment dire, d'empathie, d'ouvrir le cœur, hein, il y a des gens pour qui ça va être, c'est utopiste, c'est idéaliste, c'est bisounours presque, une pensée bisounours, entre guillemets. Et pour moi, ça l'est pas. Pour moi, mm, ça l'est pas. Donc, les gens réagissent en fait avec leur tête, c'est-à-dire avec la volonté, avec mhm, cette notion de pouvoir, de contrôle sur les choses, et non se placer dans le cœur, parce que le cœur, c'est une notion de vulnérabilité. Ça mm, veut dire aussi s'ouvrir, ça veut dire être dans un espace de faiblesse, en tout cas qu'on croit être de la faiblesse, et qui ne l'est pas, parce que c'est là, à mon sens, que justement, on peut laisser de l'espace, on peut laisser de la place à ce plus grand pour venir nous aider. En tout cas, moi, ça a été un petit peu mon chemin pendant toutes ces années, en fait. Et cette notion de cœur, c'est aussi l'organe, bien sûr, qui nous maintient en vie, avec ses battements, tout à fait. Mais c'est aussi dans cette zone-là qu'on vibre, qu'on ressent des émotions et qu'on établit la connexion entre nous, notre corps, notre âme également, et les autres. Donc, quand on prend conscience en fait que l'autre n'est qu'un autre soi-même, ça veut dire que il va vivre aussi des blessures comme nous, on peut les vivre. Bah, du coup, j'allais dire, il y a un effet, une espèce d'effet miroir et on n'est plus du tout dans il est différent de moi, il ou elle est oui. différent de moi. Parce que pour moi, on est tous issus de la même source, on va dire. On a tous des chemins différents, bien sûr, avec des épreuves aussi à vivre, hein, c'est sûr. Mais peut-être que la vie pourrait être beaucoup plus apaisée, plus douce, justement, en prenant un petit peu de recul sur tout ça et sur nos propres modes de fonctionnement, et puis en revenant à nous-mêmes et donc aussi à ce don de soi, puisqu'en fait, on est vraiment en lien avec les autres. Et d'ailleurs, il y a des études scientifiques qui ont montré que quand on fait du bien aux autres, on donne, on se donne, mais en fait, ça fait du bien au cerveau. Donc, voilà, le cerveau envoie toutes les molécules qui vont bien dans le corps pour dire, ah ouais, mais je me sens bien. En fait, donner, ça fait du bien. Et c'est prouvé scientifiquement. Donc, c'est intéressant aussi de savoir ça, quoi. Oui. Donc, pour répondre plus précisément à ta question aussi, si ça m'est, voilà, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Je dirais oui, dans le sens où moi, j'étais quelqu'un qui était fermé, justement, avant, dans le passé. Et donc, ce que je te dis aujourd'hui, j'aurais pas pu te le dire 20 ans en arrière, par exemple, parce que j'étais pas du tout dans cette sensibilité qui était plus dans le contrôle, la pensée, la volonté. Tout peut se maîtriser. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Alors, Donc, en fait, ouais, justement, c'est l'objet de ton premier livre, Mon bref passage dans l'au-delà. dans Tu l'autre monde. racontes une expérience Ouais. que tu vas nous décrire, une expérience très forte que tu as vécue jeune et qui t'a permis voilà, de passer dans une autre dimension, de changer, de te transformer, de voir les choses autrement. Comment ça s'est passé?
Alors, tout à fait. Alors, faut remonter pratiquement 20 ans en arrière, puisque c'était en 2004. Et j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, EMI ou NDE, Near Death Experience en anglais, qui pour moi a été un immense bouleversement intérieur et dans ma conception de la vie et de la mort, et donc de qui je suis aussi. Moi, j'étais au travail en fait et j'ai vécu un malaise cardiaque. J'ai fait une chute très brutale sur la tête en arrière. Donc, moi, j'ai pas du tout de souvenir de cette chute. Mais en fait, le seul souvenir que j'ai, c'est que je me suis retrouvée en fait dans un espace blanc lumineux, un espace d'amour puissant, comme j'ai jamais vécu sur Terre. On peut pas imaginer en fait. Même mettre des mots, pour moi, c'est enfermé. On essaie de décrire, mais ça reste, on enferme quand même la représentation qu'on peut s'en faire. Et j'avais des personnes qui m'attendaient en arc de cercle face à moi, des êtres, en fait, des silhouettes masculines, féminines, que je ne connaissais pas, mais par contre qui me connaissaient tout de moi. Donc, c'est ça qui est étonnant, ce n'était pas des défunts, ce pas des personnes que je connaissais, mais j'étais lue intégralement. Enfin, ça se passait pas dans le domaine même verbal. De toute façon, il y avait pas de mots. Ça se passait par une espèce de connexion d'âme à âme, on va dire. Et voilà, et je me suis sentie mais dans un état de félicité parce que c'était extrêmement puissant. Par contre, je savais que je pouvais avoir confiance dans ces personnes-là. Et j'ai entendu ensuite une musique que pareil, j'ai jamais entendu sur Terre. Et je dois préciser que moi, à l'époque, en tout cas, la musique, c'était pas mon truc, enfin pas particulièrement. Donc cette musique-là que j'ai entendue, c'est pas quelque chose que j'ai entendu sur Terre. C'est une autre dimension en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que je voyais, j'entendais, je ressentais, et pourtant j'étais pas dans mon corps physique, et cette perception était beaucoup plus lucide, comme si ma conscience était beaucoup plus lucide en fait que ça peut être maintenant, et avec un accès à une réalité qui était beaucoup plus vaste et qui est beaucoup plus vraie. Alors, ça peut être bizarre de dire ça, plus vrai que ce qu'on vit maintenant. Pour moi, j'ai l'impression d'être dans une espèce de quelque chose de fade. En fait, la vie me semble fade et pourtant, elle est belle, notre vie sur Terre. Mais il y a un sacré décalage. Donc, je dois dire que par rapport à la Fabienne, entre guillemets, d'avant cette expérience, moi, petite précision importante aussi, c'est que je n'étais pas religieuse, pas spirituelle, pas intéressée par tout ça, parce que moi, j'étais scientifique pure et dure, et puis il fallait que ça... Moi, la science, c'était ma vérité. Donc, c'était le spectre avec lequel je regardais la vie, je vivais ma propre vie. Donc, tout ce qui pouvait pas être prouvé, ben, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. C'était pas entendable, et même tout ce qui était domaine de psy, pour moi, enfin, c'était hors champ, fallait que ce soit prouvable. Donc, je viens un peu de loin, entre guillemets. Euh, donc, en fait, cette expérience m'a permis du coup de rentrer dans une espèce de quête de compréhension, parce que moi, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de faire des ponts, faire des liens. Et donc, j'ai cheminé à travers des ouvrages, à travers des rencontres. Et une chose qui m'a le plus surprise dans mes recherches, alors déjà, faut savoir qu'il y a des milliers, voire des millions de personnes qui vivent ce genre d'expérience. Alors, on estime officiellement c'est 4%, mais en réalité, entre ce qui est officiel et les gens qui n'osent pas en parler, ben, on peut augmenter à 10, voire 20%, à mon sens. Je parle à mon nom quand je dis ça. Mais il faut savoir que c'est une expérience qui n'est pas si anodine que ça et qui est assez fréquente finalement. Euh, euh, Quand j'ai découvert qu'en fait, et ça c'est via le cardiologue Pim van Lommel, qui est un cardiologue néerlandais qui a étudié à l'hôpital en fait beaucoup de cas de patients ayant vécu une EMI, en arrêt cardiaque, en coma, etc. En fait, ce médecin dit, mais quand on dit que la conscience est issue du cerveau, ce n'est qu'un postulat. Alors pour moi, c'est-à-dire, oh, mon Dieu, mais tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, en fait, c'est faux. Enfin, c'est faux. Ou c'est peut-être vrai, mais c'est qu'une hypothèse. Un postulat, c'est une hypothèse. Ça n'a pas été démontré. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais ça change tout aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on sait on a plein d'expérienceurs qui racontent c'est vécu dans une autre dimension. D'autres perceptions, euh, et qu'en fait, c'est
possiblement vrai. Et c'est juste que nous, en fait, parce qu'on a un regard dit matérialiste, on se ferme, en fait. Et donc, tout ce qui ne rentre pas dans la petite boîte, c'est-à-dire nos critères scientifiques à l'heure actuelle, ben on les jette. Et pour moi, je dis toujours, un bon scientifique, c'est pas ça. Le bon scientifique, c'est celui qui s'intéresse à l'expérience. Et même si l'expérience, elle sort du cadre, et ben justement, moi, je kiffe, Mm. comme disaient les jeunes, je kiffe ça, tout ce qui est anomalie, parce que ce qui sort du cadre, pour moi, c'est des nouvelles pistes de recherche. Mm. Voilà, il faut s'y intéresser, il faut pas le balayer d'un revers de la main. Au contraire, il faut s'y intéresser. Donc, pour moi, en fait, on est des êtres, je cite souvent Teilhard de Chardin, en fait, c'est-à-dire que nous sommes un être spirituel faisant une expérience humaine et non un être humain doué de spiritualité. À mon sens, nous sommes en fait, enfin, au moment de notre mort biologique, c'est ma conviction, bien sûr, je n'ai pas de preuves, hein, bien évidemment, mais c'est ma conviction intime que au moment de notre mort biologique, eh bien, nous partons, notre âme part dans une autre dimension, donc la vie continue après la vie, parce que nous sommes faits aussi d'ondes d'énergie, et ces ondes, en fait, pour moi, une onde ne peut pas mourir. Une onde, elle va se transformer, mais elle ne peut pas mourir. Et toute cette information que l'on est, pour moi, continue ailleurs. Voilà, c'est mon expérience qui dit ça. Euh, c'est aussi tous les travaux de recherche que j'ai pu lire, toutes les personnes avec qui je suis en contact. Donc, c'est ma conviction aujourd'hui. Et à mon sens, qu'est-ce que l'EMI nous apprend? C'est cette notion d'amour. Moi, cet amour-là que j'ai jamais pu revivre sur Terre de manière aussi puissante, l'amour humain ne peut pas, à mon sens, euh, être aussi puissant, être aussi inconditionnel que cet amour qu'il y a de l'autre côté. Par contre, on peut essayer de l'intégrer dans notre vie. Alors, à 100% au quotidien, en permanence, chaque seconde, non, c'est compliqué. Honnêtement, enfin, moi, il y a des moments où, bah voilà, je sais que je suis pas forcément dans l'ouverture comme je devrais l'être, mais j'en prends conscience par contre. Voilà, c'est parce qu'on a toujours notre mode automatique aussi qui revient. On est conditionné aussi d'une certaine façon. Donc le fait d'en avoir conscience, bah, ça permet un peu de dézoomer, de prendre du recul et de se dire, OK, bah, là, dans cette situation, la manière avec laquelle tu as réagi, ce que tu as dit, bah, c'était vraiment ton ego, on va dire, hein, ta personnalité qui prenait le dessus et non vraiment ton cœur avec cette ouverture. Donc, euh, voilà, je sais pas, pardon, je suis peut-être un peu longue, j'ai tendance à Non, non, c'est m'emballer. très, très, très. Je trouve ça très juste, c'est très intéressant et aussi très concret. Et il se trouve que ça rejoint mes expériences et les convictions que j'ai pu forger au fur et à mesure de ma vie et de mes recherches. Et dans ton livre, tu parles aussi d'un problème de santé que tu as eu quelque temps après cette expérience de mort imminente, Mm. qui a continué à contribuer à cette ouverture, à cette vision nouvelle et qui t'a amené aussi vers le soin, vers la compréhension de la guérison. Oui, alors j'ai été malade en 2007, effectivement. J'ai eu des troubles neurologiques hein, qui m'ont amenée à être hospitalisée à l'hôpital du Val-de-Grâce, en région parisienne. Et en fait, je ne pouvais plus marcher, c'est-à-dire mes jambes ne me tenaient plus du tout, mon bras non plus, je pouvais rien porter. Enfin, en fait, mon corps ne me portait plus. À l'époque, j'étais jeune, hein, j'avais 30 ans en 2007. Donc, ça a été pour moi un choc parce que j'étais sportive, j'étais bah, dans la vie, j'étais toujours dans mon travail d'ingénieur, mais ouverte. J'avais vécu mon EMI en 2004, donc 3 ans avant. Donc, j'avais quand même cette ouverture. Et effectivement, à un moment donné, alors bien sûr, toutes les questions m'ont assailli en me disant, mais pourquoi ça me tombe maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il y a là ces notions un peu de culpabilité qui vient en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour subir ça? Ce qui est absurde, en fait. Enfin, c'est absurde. En tout cas, c'est la question qui vient, c'est pas que c'est absurde, hein, on fonctionne comme ça, mais de, de se dire, mais pourquoi j'ai ça, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en fait, j'étais un soir allongée dans mon lit d'hôpital, dans mon lit dans ma chambre, et en fait, j'ai
demander en fait de l'aide à Lao, ce que j'appelle Lao. Alors pour moi, le Lao, c'est depuis mon EMI, c'est Marie. C'est Marie et c'est Jésus. Voilà, c'est le Christ. Et pourtant, je n'avais pas, encore une fois, c'est important que je le dise parce que je n'avais pas du tout ni de religion, ni voilà, de lien particulier avec ces deux figures religieuses, mais qui, à mon sens, dépassent aussi le cadre purement religieux enfermant, hein, parfois de la doctrine du dogme. Et en fait, dans une espèce de vide intérieur, j'ai demandé en fait leur aide. Euh, et j'ai senti en fait une sorte de paix, une paix intérieure qui s'est installée et un enveloppement. Et je me suis endormie. Et le lendemain matin, j'ai ressenti que je retrouvais de l'énergie dans mes jambes. Donc, ça a été quelque chose de euh, surprenant, on va dire, euh, comme dit comme ça, enfin, ça peut paraître fou. Quelqu'un de rationnel va dire bah, c'est le hasard ou voilà, bah, enfin, on peut trouver plein de paramètres, bien sûr, pour expliquer. Mais pour moi, j'ai senti vraiment que j'étais aidée, que j'étais accompagnée. Et, euh, et ça a contribué effectivement à continuer mon ouverture de cœur et de confiance, parce qu'en fait, c'est ça que ça veut dire, c'est être confiant aussi dans l'invisible par rapport à cette aide qu'on peut recevoir au quotidien. Ça ne veut pas dire non plus que tout va être exaucé, on est bien d'accord. C'est pas un distributeur, on met pas une pièce et puis pouf, on a la boisson ou le petit bonbon qui tombe. C'est pas ça. Euh, mais pour moi, on est vraiment en reliance en permanence avec ce plus grand. On peut l'appeler ange gardien aussi. À mon sens, on a accompagné chaque personne. Ça, c'est un message que je veux faire passer aussi, qui est important pour moi. C'est qu'on est tous accompagnés. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on est tous accompagnés et vraiment, on peut demander, on peut parler comme on parle là maintenant. Moi, des fois, je parle à voix haute, mais naturellement, des fois, je les engueule. Et des fois, bah, du coup, j'ai des réponses. J'ai des signes. Donc, il faut le faire. Il faut le faire. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'on aura des réponses forcément qui vont nous satisfaire par rapport à une guérison, notamment. On peut être guéri comme on peut ne pas être guéri, mais on va traverser quelque chose avec l'aide de cet invisible. Et ça aussi, c'est important. Il faut expérimenter, en fait. Moi, je crois que c'est vraiment ça. Alors, ça m'intéresse. Là, je pars un peu en dehors des questions que j'ai préparées. Ça m'intéresse parce que moi, à la différence de toi, j'ai grandi dans un univers très religieux, un univers familial et même social très, très religieux. Et du côté de ma mère, en Franche-Comté, près de la Suisse, ma mère avait des tantes qui étaient très religieuses et très proches de cette foi du cœur, de cette foi profonde, sincère du cœur. Et notamment une de ses tantes qui s'appelait André, qui était une douceur extraordinaire, d'une lumière fabuleuse. André nous a appris à mes frères et à moi à prier notre ange gardien le soir. Et puis dans cette famille-là, mon grand-père était brancardier à Lourdes, donc tous les étés, il accompagnait des malades et il parlait de certains miracles ou de certaines personnes qui revenaient transformées. Donc ce qui fait que dans ma culture à moi, parler aux anges gardiens, prier Marie ou Jésus, vivre des miracles, ça faisait partie, je ne peux pas dire notre quotidien, mais en tout cas, ça faisait partie de la réalité partagée et ça ne m'étonne pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est engueuler son ange gardien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? C'est par exemple, je sais pas, bah, justement quand j'ai des personnes autour de moi qui sont malades en fait. J'ai un ami qui est décédé, un exemple très concret, j'ai un ami, mon ami Michel, qui est décédé l'an dernier. Et en fait, je pensais qu'il pouvait s'en tirer. Et donc voilà, donc je disais, mais c'est pas possible, quoi. Il voulait venir, il habite en région parisienne, il voulait venir en Bretagne, à Vannes, je suis à Vannes. Et justement, pour se rapprocher de moi, voilà, parce qu'on s'entend très très bien. C'est quelqu'un qui avait des facultés de médium. Et donc, c'était pas son métier, mais on s'était rencontrés, en fait, parce qu'il tenait un magasin de miel. Et voilà, et j'ai senti que cet homme-là, il y avait quelque chose en lui qui m'interpellait. Et on est devenus amis, en fait, très, très amis. Donc, il m'a expliqué un peu son parcours, etc. Donc, on était reliés aussi par cette dimension invisible.
et ce lien à l'invisible. Et donc, quand Michel est tombé malade, donc il a eu un cancer, euh, en fait, j'ai demandé de l'aide et j'ai prié pour lui. Et voyant son état, en fait, qui déclinait, je me suis dit, mais pourquoi je suis pas entendue? Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est un peu ça. Mais pourquoi t'agis pas, quoi? Et malheureusement, son état a empiré jusqu'à ce il décède. Mm, Donc, mm. je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent, on ne contrôle pas parce qu'on voudrait être aussi, on ne peut pas être dans un lien uniquement de, j'allais dire, de demande, utiliser, Mm. entre guillemets, utiliser l'invisible pour, à des fins de, même si c'est louable, des fins de guérison, etc. Je pense qu'il y a une notion de destin aussi qui existe et qui nous dépasse complètement. Pourquoi il est décédé? Pourquoi j'ai pas été entendue? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est des questions sans réponse. Oui, Mais j'avais du coup, cette colère intérieure, en fait. Et donc, je parlais à voix haute et je pleurais en disant, mais pourquoi, quoi? Pourquoi tu le sauves pas? Pourquoi tu mm. n'agis pas? Pourquoi? J'avais pas de réponse. J'ai pas entendu une voix qui m'a dit, bah, parce que c'est comme ça, c'est son heure. Mais j'ai compris que ça devait se passer comme ça. Oui. Donc, pardon, oui. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, ça me fait penser à plusieurs choses. La première, c'est que il est possible, hein, dans la tradition des spirites, il est possible que il- on ait besoin de lui dans une autre dimension pour agir. Et que ce qui est la mort du corps, et qui est triste pour nous qui sommes incarnés, est finalement une bénédiction pour lui parce qu'il va continuer son chemin dans une autre dimension et que c'est à ce moment-là qu'on avait besoin de lui pour faire quelque chose. Ça peut être une option. Et puis, peut-être aussi ce que je me disais, c'est que toi, ton ange gardien te protège toi. Voilà, les êtres, les guides de lumière ou les êtres de lumière qui sont avec toi te protègent toi. Et bon, ben lui, quelle était sa relation avec son ange gardien ou ses êtres de lumière? Peut-être qu'on n'a pas tellement de prise. Il y a la liberté de l'autre. Enfin, c'est un peu comme ça que moi C'est je le vrai. comprends aussi et qui fait que, bon, ben, C'est c'est son vrai. chemin. Oui, je te rejoins tout à fait. Michel n'était pas dans cette démarche, hein, de prier tous les jours. Il n'avait pas cette foi comme je peux l'avoir moi. Et moi, cette foi, bah, elle est liée aussi ces expériences en fait que j'ai vécues de manière brutale, parce qu'en fait, ça a toujours été violent, hein, d'une certaine façon pour moi. Mais finalement, cette violence était à la hauteur de ma fermeture d'esprit. Ça, j'ai bien compris. Ils m'ont bien fait comprendre ça. Euh, mais je te rejoins, de toute façon, Michel, je sais qu'il continue son chemin de l'autre côté. Et d'ailleurs, j'ai eu des signes de sa part. Donc, je sais que voilà, c'est quelqu'un qui veille sur moi d'une certaine façon. Et, euh, et voilà, donc il y a tellement de choses qui nous échappent. Du coup, ça nous place dans une situation, d'une posture d'humilité, en fait. On peut se poser des questions, on n'aura pas forcément les réponses, on peut faire des hypothèses. En tout cas, on Mm. peut juste espérer que voilà, son trajet, son chemin continue dans l'amour, dans la lumière, et qui continue à grandir, parce que pour moi, voilà, c'est un petit peu le but aussi de notre vie ici, et puis de l'autre côté, on continue à grandir vers plus de purification, de plus en plus d'amour, un amour pur, hein, qui est très difficile à vivre, à ressentir. Voilà, sur Terre, c'est extrêmement difficile. Mais pour moi, c'est un petit peu le but aussi de l'être humain, en fait, c'est se spiritualiser de plus en plus pour non pas devenir un être pur, on deviendra un ange, sinon on ne serait pas incarné. Ça nous arrivera peut-être. D'ailleurs, je dis en rigolant, quand je leur parle, je dis, bon, moi maintenant c'est ma dernière vie, hein. Je veux un petit boulot, soit d'ange gardien, soit de guide avec des RTT, hein, parce que alors, je m'amuse beaucoup, en fait, parce que, voilà, je sais qu'ils ont de l'humour aussi de l'autre côté. Et voilà, je sais pas quel sera mon parcours dans l'autre vie, mais c'est vrai que j'ai ce côté très empathique, très vouloir aider les gens. Alors, peut-être qu'ils me donneront cette mission-là de l'autre côté, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, je leur dis quand même, me donnez pas des cas trop difficiles.
des humains trop difficiles à gérer parce que je ne sais pas si j'y arriverai. Alors, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai cette prière-là, que ce soit la dernière incarnation et qu'après je puisse œuvrer dans la lumière de l'autre côté. Mais j'en suis pas sûr parce que peut-être qu'on aura besoin de personnes comme toi et moi. On nous demandera de revenir parce qu'il y aura des choses à faire sur Terre et qu'on aura besoin de nos compétences pour continuer à œuvrer. Et c'est vrai que moi aussi, je demande que ce soit pas trop difficile, mais quand c'est difficile, je remarque que je suis aidé, que d'une façon ou d'une autre, souvent de façon surprenante et inattendue, au moment où c'est le plus difficile, je suis Oui, aidé, nous sommes aidés. oui. Donc, bon, merci. Voilà, on en profite pour dire un Oui, merci à on nos peut les guides et à nos remercier. anges. Alors, on arrive à la fin de ce premier entretien. Euh, on va se retrouver dans un prochain entretien où tu vas nous parler de ta nouvelle pratique depuis ces expériences, comment tu D'accord, chemines, comment tu pratiques avec les ça personnes marche. qui se confient à toi. Ça À marche. À tout bientôt, de suite. Fabienne.